Bonjour à tous, je m'appelle Carole Bérard, je suis membre de l'équipe éco-conception chez Citeo et notamment en charge des sujets sanitaires associés au recyclage. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Jean-François Robert qui est à la tête des personnes spécialisées dans l'éco-conception sur les matériaux fibreux et le verre et j'assurerai aujourd'hui le déroulé de cette session dédiée aux huiles minérales et en particulier à la déclaration à venir et au malus huile minérale instauré en 2020 sur les emballages papier carton. Donc aujourd'hui, on part sur un programme en 3 phases. Ça sera d'abord une demi-heure, 40 minutes de descendant et ensuite on partira sur la phase de questions-réponses comme je le disais. La première partie de la session aujourd'hui sera dédiée aux huiles minérales dans l'économie circulaire et nous répondrons à différentes questions. Que sont les huiles minérales? Mieux comprendre tout ce qui entoure en fait les enjeux de ce sujet. Quels sont les enjeux pour l'économie circulaire? Comprendre comment les boucles de recyclage pour les fibres se structurent et puis comment s'est mobilisée la chaîne d'acteurs autour de ce travail, puisqu'en fait on a créé un groupe de travail sur le sujet qui a permis de faire de la recherche et de créer des données et des connaissances autour des huiles minérales. Dans un second temps, nous parlerons écomodulation et règles de la déclaration. C'est vraiment le cœur de cette session, c'est parler incitation. Alors le malus qui est introduit dans notre écomodulation cette année pour les emballages. On parlera également traçabilité, le partage et l'échange d'informations le long de la chaîne de valeur lorsqu'on produit un emballage. C'est extrêmement important en tout cas pour ce sujet. Et puis nous évoquerons et nous aborderons la déclaration 2020 avec ce malus huile minérale qui est à déclarer pour les emballages papier carton mis en marché cette année. Ça, c'est des choses qui vont arriver très vite. Si vous êtes concerné, début janvier, vous allez avoir cette déclaration. Et enfin, nous conclurons la session sur tous les aspects réglementaires et nous ferons un point sur la loi anti-gaspillage française qui vient encadrer et réglementer ce sujet. Et puis, on prendra pour finir un peu de recul pour avoir une vision d'ensemble sur l'Europe. Voilà, je vous propose d'entrer tout de suite dans la première partie, les huiles minérales dans l'économie circulaire. Et on commence cette partie avec une question. Huile minérale, ingrédient ou substance? Alors pour répondre à cette question et comprendre pourquoi elle peut être amenée à se poser, il faut revenir à la définition de ce que sont les huiles minérales. Donc les huiles minérales sont des hydrocarbures dérivés du pétrole qui contiennent énormément de substances et de composés différents. Et ces composés sont classés entre deux sous-familles, les MOSH, qui sont les hydrocarbures du minéral saturé, et les MOA, qui sont les hydrocarbures du minéral aromatique. Je pense que vous êtes déjà au courant de ce fait. Le problème des huiles minérales, c'est que certains composés, donc certaines MOSH, certaines MOA, sont identifiés comme problématiques pour la santé de l'homme, et ceci par les agences sanitaires françaises et européennes. Il s'avère que diverses opinions de l'ANSES, l'Agence sanitaire française, et de l'EFSA, l'Agence sanitaire européenne, ont été délivrées et ont identifié certaines MOSH comme pouvant s'accumuler dans le corps humain. Donc, par exemple le foie, par exemple la rate. Si aujourd'hui, cette bioaccumulation n'est pas directement liée avec un effet dangereux sur la santé de l'homme, c'est quelque chose qui en toxicologie n'est pas désiré, c'est vraiment un point négatif pour les toxicologues. Et c'est un point également identifié dans la stratégie européenne des produits chimiques comme prioritaire. Les substances qui se bioaccumulent sont identifiées comme priorité. Et par ailleurs, les MOA, pour certains composés, sont identifiés comme mutagènes et cancérigènes et font donc partie de ce qu'on peut appeler des substances CMR, donc soit cancérigènes, soit mutagènes, soit reprotoxiques, donc toxiques pour la reproduction. Et ces substances-là sont très clairement une priorité d'un point de vue protection du consommateur. Donc les MOSH et les MOA, aujourd'hui, comme source d'exposition, on peut les retrouver dans différents produits, des encres, colles, certaines encres, certaines colles, pas toutes, des produits cosmétiques aussi, des lubrifiants de machines. Et pourquoi? Ceci parce qu'elles présentent des propriétés intéressantes et qu'elles rendent tout simplement dans les formulations. Donc on peut s'appuyer par exemple pour les encres sur des huiles minérales qui permettent de solubiliser les pigments et elles ont tout leur intérêt et des propriétés essentielles pour la bonne impression des encres. Toutefois, il faut savoir qu'il y a ce côté ingrédient utilisé dans un produit. Les MOSH et les MOA peuvent aussi entrer dans la composition d'un ingrédient comme les cires, par exemple pour toujours les encres ou des solvants. Mais il existe aussi des sources qu'on peut décrire comme étant indirectes,
avec des contaminations involontaires qui pourraient venir par exemple de la migration d'un emballage ou de contamination lors des sites de transport ou de production d'un emballage. Donc le sujet a été soulevé en tout cas par le passé, pour certains emballages qui auraient contaminé des aliments. Et là, tout de suite, on parle de sécurité du consommateur, on parle de protection et d'enjeux sanitaires. Et pour ce qui est des emballages mis sur le marché, ce sont bien les metteurs sur le marché qui en sont responsables. Toutefois, cette question d'huile minérale présente dans les emballages papier et carton soulève un point pour l'économie circulaire et montre qu'il s'agit d'un enjeu également plus large pour le secteur du recyclage. Et pour mieux comprendre quels sont les enjeux pour l'économie circulaire, il faut s'intéresser aux boucles de recyclage des fibres. Donc c'est ce que je vous propose à l'écran en vous affichant la boucle de recyclage des emballages papier et carton face à celle de la boucle de recyclage des papiers graphiques. Et il s'avère que ces deux boucles sont en interaction, puisque certains papiers graphiques sont recyclés dans la boucle des emballages papier et carton. Donc on comprend bien avec cette organisation que si des huiles minérales, donc des moches et des moas, entrent dans les procédés et dans les étapes de production, que ce soit pour les emballages ou pour les papiers graphiques, alors elles peuvent éventuellement suivre la matière recyclée et tout est là, la question est là. En tout cas, la question reste entière là-dessus et vous montre que s'il y a un enjeu autour de cette présence d'huile minérale, alors les deux boucles doivent travailler conjointement sur cette question et fournir des efforts pour réduire les contaminations éventuelles en huile minérale. Donc deux industries différentes se trouvent potentiellement impliquées autour de ce sujet. C'est aussi le cas quand on fait un zoom sur le gisement des papiers cartons, qui aujourd'hui représente 21% du gisement des emballages ménagers. On trouve au sein de ce gisement des applications qui peuvent être alimentaires et pour lesquelles, dans ce cas, on sera extrêmement concerné par le sujet des huiles minérales, puisque potentiellement au contact direct des aliments. Et pour rappel, c'est extrêmement important pour le secteur alimentaire car la DGCCRF en France, qui émet des recommandations pour le contact alimentaire, a mis à jour la fiche papier-carton et prévoit et demande à ce que les unités primaires, secondaires et tertiaires soient aptes au contact alimentaire. Et ils ont de surcroît identifié le sujet des huiles minérales. Donc on voit bien que dans l'alimentaire, il y a énormément d'enjeux, que ce soit pour le contact direct ou un peu moins direct, je dirais indirect, avec les unités secondaires et tertiaires. Et ce secteur alimentaire représente 57% aujourd'hui du gisement, tandis que le non alimentaire 43%. Et on voit bien que ce 43% n'est pas anecdotique, qui vous montre qu'au sein du gisement emballage papier carton, là encore, en vue du recyclage, il faut que les efforts viennent de tous les secteurs confondus. On n'est pas uniquement sur une problématique enjeu sanitaire pour le contact alimentaire. Évidemment, la protection du consommateur est très importante, mais là, dans ce cadre-là, on va parler économie circulaire et débouchés pour la matière recyclée. Si les emballages papier-carton veulent pouvoir être recyclés, que ce soit des emballages destinés à l'alimentaire ou au non-alimentaire, il faut qu'ils puissent être recyclés et qu'ils ne ferment pas la porte au retour à l'emballage. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est pour ça qu'en plus d'avoir deux industries concernées par cette problématique, on a également tous les secteurs autour de l'emballage papier-carton qui le sont et qui doivent travailler sur la question. D'autant plus important qu'aujourd'hui, les enjeux sociétaux, que ce soit avec la demande consommateur, avec la réglementation, les objectifs réglementaires et les volontés des industriels de tendre vers des emballages qui sont de plus en plus recyclables, qui peuvent intégrer aussi des matières recyclées, eh bien les enjeux sont là. C'est que pour pouvoir augmenter ce taux de recyclage, il faut travailler sur ces sujets. Donc comment se sont organisés les acteurs autour des huiles minérales? Ça, je pense que c'est une autre question très importante. Eh bien, l'organisation s'est déclinée en trois axes. D'abord avec un axe de compréhension, où on crée de l'information, où on émet des recommandations et où certains acteurs entreprennent des initiatives volontaires. Donc ça, c'est vraiment ce dont on va parler jusqu'à la fin de cette partie. On va évoquer la naissance d'un plan d'action au niveau national qui réunit les différents acteurs dont on a pu parler. Et ça, je pense que c'est extrêmement important de se rendre compte que tous les acteurs se sont mobilisés pour mieux comprendre le sujet et se l'approprier. Ensuite, il y a eu une deuxième étape qui est, on va dire, incitative, avec la mise en place, en tout cas chez Citeo, d'un malus progressif. On l'évoquera entièrement dans la deuxième partie dédiée à l'écomodulation.
Et puis le troisième point, c'est la venue d'une réglementation en France avec la loi AGEC, anti-gaspillage et pour une économie circulaire. Ça, on l'abordera ultérieurement. Si maintenant on fait un focus sur le développement des connaissances et comment on a pris en main le sujet des huiles minérales, on va parler de la création d'un plan d'action qui a été émis en 2018. Et donc, c'est toute l'élaboration d'un plan d'action national commun aux deux filières REP, que ce soit la REP pour les emballages, donc en priorité les emballages papier-carton, mais aussi pour la REP, la responsabilité élargie du producteur pour les papiers graphiques, qui a été établie pour prendre en compte les enjeux spécifiques de chaque filière et éclairer les enjeux autour des huiles minérales. Donc, il s'agit bien d'un plan d'action transverse qui met autour de la table du groupe de travail formé des acteurs qui viennent de la filière papier graphique et de la filière emballage et de tous les secteurs d'emballage. Les objectifs de ce groupe de travail étaient de quantifier et de qualifier les enjeux autour des huiles minérales, identifier les sources de contamination, trouver des alternatives, également étudier la collecte, le tri, les flux et plus globalement le système de recyclage pour mieux comprendre les enjeux et développer des axes de recherche et de développement autour des solutions et des alternatives qui permettraient de réduire ces contaminations. Bien sûr, tout ce qui relève de la sensibilisation et de l'accompagnement client ou du suivi de l'actualité réglementaire faisait intégralement partie des travaux et des recherches qui ont été menées. Donc, les résultats des recherches qui ont été menées ont permis d'identifier que 20% des papiers graphiques sont recyclés dans la boucle de recyclage des emballages. Ce qui fait que ce n'est pas quelque chose d'anecdotique et ce qui vient vraiment montrer que cette filière doit travailler également sur la question des huiles minérales, tout comme celle de la boucle des emballages. Les autres recherches qui ont été menées ont permis d'identifier les différentes sources d'apports en MOSH et en MOA au cours des étapes de production des emballages et des papiers. Globalement, 2 sources ont été identifiées, les encres et les cols. Donc, parmi les cols, ont été identifiés les cols Hotmail comme pouvant contenir des MOSH et des MOA. Et pour les encres, il s'agit des encres offset. Et les encres ont été identifiées comme principale source d'apport d'huile minérale au sein de ces boucles de recyclage. Et on estime que pour les emballages en papier carton, moins de 5% d'entre eux sont imprimés avec des encres contenant des MOSH et des MOA, tandis que pour les papiers graphiques, on est sur à peu près 50% de papier imprimé avec des MOSH et des MOA. En termes de procédés, on se demande quel est l'impact de cette utilisation d'huile minérale. Est-ce que ces huiles minérales vont suivre la matière recyclée et arriver jusque dans les fibres recyclées et leur fermer le retour à l'emballage, ou est-ce qu'il y a des étapes qui peuvent les éliminer? Eh bien, il s'avère qu'une étape peut les éliminer, il s'agit de l'étape de désancrage, mais elle n'existe que dans la boucle de recyclage des papiers graphiques, puisque dans cette filière, les objectifs de blancheur sont extrêmement élevés. Donc, on va aller désancrer les fibres recyclées pour en récupérer des blanches et pouvoir les réutiliser dans le papier. Cette étape-là n'existe pas dans la boucle de recyclage des emballages papier-carton, ce qui fait que les huiles minérales sont un problème si elles rentrent dans les procédés de production des emballages et des papiers. Donc, à partir de ce bilan, on peut se dire, 2 solutions s'offrent à nous. Soit on modifie les procédés de recyclage, soit on travaille en amont pour fermer les robinets de contamination, entre guillemets, et on travaille sur l'éco-conception et la formulation des encres. Le recyclage, il faut le savoir, est un système qui est déployé au niveau national et qui est extrêmement compliqué à modifier sur une échelle court terme. C'est pourquoi la grande partie des travaux dirigés par le groupe de travail se sont attelés à travailler sur l'éco-conception et la formulation des encres pour identifier des alternatives qui permettent de diminuer les contaminations. Pour maîtriser le sujet, différents documents ont été produits à l'issue de ces recherches. D'une part, une fois en question, une FAQ pour mieux comprendre les enjeux et cerner tout ce qui pouvait être attaché à ce sujet. Donc ça, c'est tous les éléments qu'on vient de voir ensemble. D'autre part, un arbre autodiagnostique doit vous permettre de faire une auto-évaluation rapide de vos emballages et de savoir si oui ou non vous êtes concerné par cette problématique. Donc ces ressources, vous les trouvez bien sûr sur notre page internet. Et puis, en dernier point, nous avons créé des attestations qui doivent vous permettre de communiquer avec vos fournisseurs et de faire remonter des informations sur la composition des encres d'impression utilisées sur vos emballages. Donc, il existe
une version destinée aux fournisseurs d'encre, une version pour le fabricant d'emballage, en français et en anglais, et elles peuvent vous servir en fonction de votre positionnement dans la chaîne de production et des maillons avec lesquels vous êtes en contact. On reviendra sur les attestations et l'arbre autodiagnostic dans la seconde partie. C'est d'ailleurs dans cette partie qu'on va se plonger et dans le cœur du sujet d'aujourd'hui, l'écomodulation et les règles de la déclaration 2000. Donc, une fois que nous avons cette brique de compréhension et d'initiative volontaire, avec l'identification de solutions, on vient à cette deuxième brique d'incitation. On va essayer de pousser l'usage de ces alternatives et de ces solutions qui ne contiennent pas d'huile minérale ou qui sont à teneur réduite en huile minérale. Donc, je pense que vous le savez, pour les emballages mis en marché en 2020, un malus s'applique sur les huiles minérales et est à 10% cette année et passera à 50% pour les mises en marché de l'année prochaine. Pour les papiers graphiques, un malus est à venir à compter du 1er janvier 2021, donc encore une fois pour les mises en marché 2021, et sera à 10%. Et puis progressivement en 2022 à 20%. Si on se plonge dans les critères du malus huile minérale pour les emballages papier-carton, les critères prévoient une majoration de la contribution au poids du matériau papier-carton de 10%, comme je l'ai dit, et c'est si celui-ci comporte des impressions contenant plus de 1% de moche et de moa dans la masse de l'encre. Donc c'est bien 1% de moche et de moa. Donc il sera progressif, 10% pour les mises en marché 2020 et 50% pour les mises en marché 2021. En termes de règles d'application, seul le poids du papier carton déclaré dans l'UVC est concerné par ce 10%, par ce critère. Bien sûr, on l'a évoqué, tous les secteurs d'activité de l'emballage sont concernés. On est ici sur une problématique d'économie circulaire, pas de sécurité du consommateur, même si c'est un sujet extrêmement important. Donc c'est pourquoi tous les secteurs sont concernés pour être incités à faire et à déployer des efforts. De fait, l'utilisation d'une barrière fonctionnelle qui serait utilisée pour prévenir toute migration d'huile minérale vers les aliments n'exempte pas de l'application du malus. Si vous utilisez une barrière fonctionnelle et que derrière des impressions contenant des huiles minérales sont appliquées, celles-ci vont quand même suivre les fibres dans les boucles de recyclage et potentiellement fermer le retour à l'emballage. Voilà, je pense que le dernier point à traiter, c'est les contrôles. Il faut être en mesure de fournir des documents prouvant que l'emballage est conforme aux critères du malus proposé cette année par Citeo, donc c'est-à-dire que les encres d'impression appliquées sur vos emballages contiennent moins de 1% de moche et de moa. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à vous tourner vers la fiche réflexe emballage qui est créée et dédiée spécifiquement sur ce sujet. Elle est disponible à la demande ou tout simplement dans votre espace client Citeo. Pour votre information, le malus huile minérale qui est à venir sur les papiers graphiques prévoit des critères différents. Il prévoit une majoration de 10% également pour les impressions offset si celles-ci sont supérieures à 1% de mois. Donc pour ne pas être soumis au malus, il faut avoir des encres qui contiennent moins de 1% de mois et également moins de 1,5% de moche dont la longueur de chaîne carbonée est comprise entre 20 et 30 atomes de carbone. Donc vous avez bien des critères différents par rapport à ceux proposés pour les emballages. Il sera également progressif avec 10% pour les mises en marché 2021 et 20% pour les mises en marché 2022. Et encore une fois, en cas de contrôle, il faut être capable de fournir des documents qui attestent de la bonne conformité avec ces critères. C'était à titre d'information. Maintenant, je reviens aux emballages et tout simplement aux questions que vous allez devoir vous poser pour la déclaration. Donc, la première question à vous poser, déjà, c'est est-ce que vous avez un emballage papier-carton ? Pour avoir un emballage papier-carton, la règle est très simple, c'est celle du matériau majoritaire. Il faut contenir plus de 50% de papier-carton ou de papier par rapport à votre poids d'emballage. Donc si vous êtes au-dessus de ces 50%, vous avez un emballage papier-carton et dans ce cas, vous pouvez aller vous poser la question suivante en vous appuyant sur l'arbre autodiagnostic, c'est-à-dire quels sont les procédés d'impression utilisés. Si vous êtes sur de l'héliogravure, de la flexographie ou du numérique ou de l'offset UV, de l'électron beam ou de la faible migration, il est très peu probable que vous soyez confronté aux problématiques d'huile minérale. Et en tout cas, le malus n'ira pas s'appliquer sur ce type d'impression.
Par contre, si vous êtes sur de l'offset traditionnel, il faudra aller à l'étape d'après et vous interroger sur la composition de vos encres. Si vous êtes sur des encres végétales, il y a également peu de chances que vous soyez confronté à ces teneurs en minéral, et donc en moche et en moa. Par contre, si vous n'avez pas d'informations, il faut aller creuser et vous renseigner auprès de votre fournisseur, puisque là, vous pouvez potentiellement être concerné. Donc à vous d'aller voir votre fournisseur d'encre ou votre fournisseur d'emballage pour savoir quelles encres ont été mises en œuvre et si celles-ci sont bien conformes aux critères demandés pour le malus emballage. Une fois que vous avez fait votre autodiagnostic, vous allez devoir trouver des réponses à ces questions et donc potentiellement enclencher cette demande d'information le long de la chaîne de valeur et la chaîne de production en fait. Donc le metteur en marché qui cherche des informations pour répondre aux critères du malus de Citeo va se tourner vers son fabricant d'emballage potentiellement et celui-ci se tournera alors vers son fournisseur d'encre pour demander des spécifications et des informations. Et c'est alors que de façon rétroactive, des attestations peuvent être rédigées pour venir attester des teneurs en moche moa des encres appliquées. Donc le fournisseur d'encre pourra donner l'information au fabricant d'emballage de la teneur en moche moa de ces encres et le fabricant d'emballage sera alors capable de certifier ces emballages avec les teneurs en moche moa des encres qui ont été utilisées. Et ce sont bien ces attestations-là qui peuvent permettre de montrer que vous êtes bien conforme au malus. Donc une fois que vous avez obtenu toutes ces informations, vous êtes prêt pour remplir la déclaration Citeo pour vos emballages qui ont été mis en marché en 2020. Et donc là-dessus, vous voyez sur l'écran une capture d'écran du tableau que vous remplissez chaque année pour la déclaration. Et là-dessus, rien ne change. Le malus huile minérale de 10% se retrouvera dans la catégorie malus et vous pourrez aller le sélectionner. Donc comme toujours, vous allez choisir les bonus que vous pouvez déclarer et vous pourrez vous tourner également vers les malus à déclarer si vous y êtes sujet. Le malus huile minérale sera intitulé papier carton plus huile minérale dans le menu déroulant et c'est tout ce qu'il y a à savoir dessus. Si jamais vous n'avez pas l'information de vos fournisseurs, vous êtes alors soumis au malus. Par contre, rien ne vous empêche, une fois que vous obtenez les informations, de venir corriger la déclaration qui a été faite. Vous avez accès aux déclarations des 3 dernières années que vous pouvez modifier. Voilà, je pense que c'est toutes les informations qui pouvaient être transmises sur cette partie déclaration. Maintenant, côté traçabilité et justificatif, on a parlé des attestations. Il faut savoir que les attestations ou les certificats doivent être fondés sur la connaissance de la composition des encres. Il n'y a aucune analyse laboratoire requise de votre côté. Les attestations doivent soit attester la teneur en moche moa de vos encres, soit elle doit venir montrer que les procédés d'impression utilisés ne sont pas soumis au malus. Donc ça peut être en fait soit des attestations sur la teneur en moche moa des encres, soit sur le type de technologie utilisée. À vous de voir avec l'arbre autodiagnostic vers quoi vous allez tendre. Des exemples sont disponibles sur notre page internet en attestation. Donc une qui est plutôt axée fournisseur d'encre et une autre pour les fabricants d'emballage. Et l'idée, c'est bien de vous montrer quelles sont les informations importantes pour nous, c'est-à-dire de mettre les références soit de vos encres, soit de vos emballages, et d'attester des teneurs en moche moa pour que celles-ci soient bien conformes avec les critères du malus. Si vous souhaitez avoir d'autres informations sur la déclaration, vous pouvez vous inscrire aux sessions webinaires qui sont prévues, qui ont été menées en décembre et une dernière session est prévue en janvier. Donc je vous mets sur cette slide que vous recevrez à l'issue du webinaire le lien vers les replays de la session de décembre, donc une en français, une en anglais, et le lien vers l'inscription pour la session de janvier. Et si par la suite vous avez des questions qui persistent, n'hésitez pas à solliciter nos équipes à travers l'adresse mail qui est en haut à droite, client.emballage@citeo.com. Enfin, à titre de rappel, je vous rappelle que le malus emballage est évolutif et que pour l'année prochaine, il passera à 50%. Et autrement, je pense que nous avons bien évoqué le sujet déclaration et éco-modulation et nous allons pouvoir conclure avec un point sur le cadre réglementaire. Donc tout le travail qui a été fait en amont avec ces démarches de comprendre le sujet, de se l'approprier, d'identifier des solutions, et puis derrière d'entraîner en tout cas d'essayer d'inciter
les changements et l'utilisation de solutions réduites ou qui n'ont pas d'huile minérale, eh bien, ça permet d'anticiper les potentielles interdictions. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui avec la loi anti-gaspillage et pour une économie circulaire qui a été publiée cette année et qui prévoit de cadrer l'utilisation des huiles minérales. Donc, je vous mets ici l'article 112 de la loi qui prévoit d'interdire l'utilisation des huiles minérales sur les emballages à compter du 1er janvier 2022, qui prévoit également l'interdiction pour les papiers graphiques à compter du 1er janvier 2025, avec une interdiction anticipée sur les imprimés publicitaires au 1er janvier 2023. Et on voit bien que cet article, qui est très large et qui ne définit pas forcément ce que sont les huiles minérales interdites, doit être précisé par des décrets, en tout cas par un décret d'application. Donc aujourd'hui, si on connaît les dates d'application et d'entrée en application de ces interdictions, la question reste entière pour quelle est la définition des huiles minérales. Est-ce que tous les ingrédients issus du pétrole seront interdits? Est-ce qu'il s'agit également d'interdire leur usage sur tous les emballages, qu'ils soient papier, carton, verre, plastique ou métallique? Et qu'en est-il des sources d'huiles minérales ciblées? Est-ce qu'il s'agit uniquement des encres ou est-ce qu'il s'agit également des cols, des vernis ou d'autres choses qui peuvent être appliquées sur les emballages? Également, les moches et les MOA ne sont pas mentionnés, donc la question est vraiment entière sur la définition des huiles minérales interdites. Il faut savoir que le projet du décret d'application est en cours. Le décret d'application était attendu pour la fin du mois de novembre, mais avec la situation actuelle, il y a certainement des délais, donc il n'est pas encore paru. Le projet du décret prévoit en tout cas une définition ultérieure des composés interdits avec la sortie d'un arrêté. Donc, c'est-à-dire que le décret d'application pourra mettre en lumière les questions potentiellement sur les sources d'huile minérale interdites, en colle, vernis, etc. Mettre en lumière si tous les emballages sont concernés ou s'il y a des restrictions. Par contre, pour la définition des composés interdits, il faudra attendre la publication ultérieure d'un arrêté et patienter. Donc, au bilan, la porte reste ouverte pour définir des limites sur les moches et MOA. Citeo a partagé et a fait remonter sa position. Nous souhaitons bien sûr que les interdictions soient alignées avec celles que l'on propose dans les malus pour que les efforts de tous les acteurs soient continus. Mais voilà, il faudra encore patienter pour avoir la réponse à cette question. Si on prend maintenant du recul au niveau européen, il faut savoir qu'en Europe, il n'y a pas de réglementation harmonisée. Toutefois, le sujet a été identifié par la Commission européenne qui demandait à surveiller et à réduire la présence d'huile minérale dans les denrées alimentaires, mais il n'y a pas eu de réglementation harmonisée. Et c'est pour cela que des mesures nationales ont été prises, notamment en France avec la loi AGEC que l'on vient d'évoquer, mais également en Allemagne, avec 2 projets d'ordonnance. Donc un projet d'ordonnance spécifique aux huiles minérales, qui va cibler en fait les papiers cartons qui intègrent des fibres recyclées au contact des aliments. Dans ce cas-là, cette ordonnance, en tout cas ce projet d'ordonnance, prévoit des objectifs de performance avec des limites de migration sur les MOA. Ce qu'il demande, c'est soit l'utilisation d'une barrière fonctionnelle, soit d'une autre solution, mais qui permettent d'atteindre la performance demandée, qui est d'être inférieure à 0,5 mg de MOA par kilo d'aliments emballés. Et si on est sur des expérimentations avec un simulant alimentaire, c'est encore un seuil plus bas puisque pour le coup, on est à 0,15 mg de MOA par kilo de simulant alimentaire. Une autre ordonnance est en cours. Elle concerne cette fois-ci les encres qui sont destinées à être en contact avec les aliments. Cette ordonnance prévoit une liste positive de substances autorisées et si les substances n'y sont pas autorisées, alors elles ne peuvent pas être employées ou en tout cas, elles devront avoir des migrations inférieures à 10 ppb, donc 10 parties par million. En tout cas, sur cette liste positive, de ce que j'ai pu voir du projet, il n'y avait pas de mention de moche ou de MOA, donc ce qui fait qu'elle se retrouve des composés devant rester inférieurs à 10 ppb. Et par contre, on retrouve des huiles raffinées ou des cires qui sont autorisées dans la liste positive du règlement des plastiques mis au contact des aliments. Donc c'est le règlement 10/2011 et on retrouve ces composés autorisés. Voilà la vue d'ensemble au niveau européen. J'en ai fini avec la présentation.
On va passer à la session des questions-réponses, mais avant de donner la main à Jean-François, si vous avez des questions techniques éco-conception qui persistent à l'issue de la session, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail prévention@citeo.com. S'il s'agit de questions tarifs, déclaration, marquage on pack, je vous invite à aller vers l'adresse mail client.emballage@citeo.com. Voilà, merci à tous pour votre attention. Est-ce que nous avons eu des questions, Jean-François? Alors pour l'instant, une seule question posée dans le chat, donc que l'on va traiter, et puis ensuite je vous inviterai soit pendant qu'on y répond à poser vos questions complémentaires, et puis sinon vous pourrez les poser directement à l'oral. Alors la question que l'on a reçue concernait normalement les fournisseurs de carton ondulé ou plat ne mettent plus d'huile minérale depuis quelques années. Donc effectivement, en tout cas à l'échelle européenne, ça fait un certain nombre d'années que tout le secteur de la fabrication des emballages papier-carton s'est engagé à limiter, voire même à supprimer l'utilisation d'encre contenant des huiles minérales. Le point de départ était évidemment la problématique des emballages alimentaires, donc un souhait que les emballages alimentaires ne soient plus imprimés avec des encres contenant des huiles minérales. Et puis en fait, quand un fabricant d'emballage a un dispositif d'impression et qu'il a une production et d'emballage alimentaire et d'emballage non alimentaire, généralement, il bascule l'ensemble de sa production sur des encres conformes à les exigences sur les emballages alimentaires. Et donc même s'il produit des emballages qui ne sont pas destinés au marché alimentaire, généralement, il utilise les mêmes encres et qui sont conformes. Donc ça, c'est des engagements qui ont été pris, ça faisait partie des dispositions et des engagements volontaires qu'on a évoqués dans la première partie. Donc c'est quasiment généralisé en Europe. Ça se traduit notamment dans les chiffres que Carole vous avait présentés, où on estime que moins de 5% du gisement d'emballage papier-carton qui est mis en marché en France est susceptible d'être imprimé avec des encres contenant des huiles minérales. Ça va être notamment le cas éventuellement d'emballages produits par des acteurs qui ne font que de l'emballage non alimentaire, parce que leur taille fait qu'ils sont spécialisés là-dessus. Et puis, ça peut être le cas notamment de secteurs. On sait que une grosse partie des produits non alimentaires que l'on consomme en France sont importés notamment d'Asie, avec des très gros acteurs industriels plutôt spécialisés. Et donc, ces acteurs se sont pas forcément engagés dans les mêmes démarches que celles engagées à l'échelle européenne sur le basculement sur les encres. Donc, on peut retrouver également des emballages imprimés avec des encres contenant des huiles minérales qui accompagnent des produits non alimentaires qui viennent d'Asie, par exemple. Merci Jean-François. On a eu une réaction de la personne qui avait posé la question et qui disait de fait, nous ne devrions pas avoir à subir de malus, point d'interrogation. Alors du coup, comme le disait Jean-François, oui, il y a des engagements qui sont pris et des mesures qui ont été déployées. Toutefois, côté déclaration, il faut être capable de justifier, en tout cas, que les encres qui sont appliquées sur vos emballages correspondent bien aux critères définis pour le malus. Et donc avoir des documents, des attestations qui le garantissent. Et on ne s'attend pas à avoir une grosse partie du gisement d'emballage papier-carton qui se retrouve malusé. On devrait se situer à ce genre de grandeur, à peu près 5% du gisement qui se retrouvera malusé. L'important pour nous, comme le dit Carole, c'est que se mette en place cette chaîne d'information pour que le donneur d'ordre, le metteur en marché, interroge ses fournisseurs. Quels sont les procédés d'impression qui ont été utilisés, quelles sont les encres, si c'est nécessaire, quelles sont les encres qui ont été utilisées, pour justement s'assurer que ce soit conforme. Et tant mieux s'il y a très peu d'emballages qui se retrouvent malusés, ça veut dire que le sujet aurait été largement pris en compte. Et vous avez vu côté papier, la problématique est différente, puisque là c'est 50% du marché, des mises en marché de papier qui, elles, sont imprimées avec ces encres contenant des huiles minérales. Exactement. Pendant ton intervention, on a eu une question. Pas de documentation technique sur les encres à ce jour implique 10% de malus sur la déclaration 2020, point d'interrogation.
Alors, effectivement, si vous n'avez pas de documentation technique ou pas les informations, vous êtes soumis au malus de 10% pour les emballages. En tout cas, si vous avez des emballages papier carton. Si toutefois vous parvenez à avoir les informations au cours de l'année, comme je l'ai dit pendant la présentation, vous pouvez revenir sur la déclaration et faire une correction. Vous pouvez avoir accès aux déclarations jusqu'à 3 ans en arrière et faire des corrections dessus. Donc, voilà. Une autre question, peut-être Jean-François pour toi. On a vu le cas des encres, mais quid des colle hot melt? Le process de recyclage des papiers cartons les élimine-t-elle? Si ce n'est pas le cas, comment est géré le problème? Alors, vous avez raison. Donc, on a cité dans la présentation de Carole que les cols hot melt ont été identifiés comme des sources potentielles de présence d'huile minérale dans les emballages, notamment dans les emballages. Donc, la question qui vient après, c'est est-ce que finalement ces composés d'huile minérale qui arriveraient par les cols suivent les fibres lors du process de recyclage et se retrouvent dans la matière recyclée, comme c'est le cas pour les encres. Donc on s'est posé cette question, on menait des travaux tout au long de l'année 2020 pour mieux comprendre le comportement des particules de colle et des composés moches et moa qui viennent des particules de colle et est-ce qu'elles suivent ou pas la matière. Pour l'instant, les conclusions que l'on a, les enseignements qu'on retire de ces travaux, on publiera certainement des résultats de manière plus formelle dans les prochains mois. Mais en avant-première, c'est que l'essentiel des cols hot melt sont bien éliminés pendant le process de recyclage par classage, c'est une sorte de filtration. Donc on arrive à fortement les éliminer, c'est à peu près 95% des particules de colle qui sont éliminées, et donc elles ne restent pas présentes dans la matière recyclée. Et on a démontré également qu'il n'y a pas de sortie, si vous voulez, les composés d'huile minérale ne sortent pas des particules de colle pour aller contaminer les fibres ou l'eau de process. Donc si on arrive à enlever la colle, ça ne reste pas dedans et donc ça ne devient plus, ce n'est plus un sujet d'économie circulaire. Par contre, il y a une famille de cols hot melt sur lesquels, là, on n'a pas les mêmes résultats. C'est sur les cols hot melt PSA, donc les Pressure Sensible Adhesives, donc c'est les cols autocollantes, qui, elles, en fait, ont des taux d'élimination dans le processus de recyclage qui est de l'ordre de 50%. Donc ça veut dire qu'il y a 50% des particules de colle qui restent dans la pâte recyclée avec leurs composés d'huile minérale et donc qui apportent la présence d'huile minérale dans la matière recyclée. Donc on a identifié cette différence de comportement et maintenant on va réfléchir à lancer des travaux de recherche avec les fabricants de colle pour voir s'il y a possibilité de faire évoluer la composition de leur colle. On sait que ça existe déjà, donc c'est faisable. Et puis de travailler également sur l'axe, est-ce que ces colles, on peut travailler leur formulation pour qu'elles soient plus facilement éliminables pendant le process de recyclage. Donc c'est ce qui explique la raison pour laquelle notre malus, pour l'instant, parce qu'on avait besoin de comprendre ce comportement, le malus ne s'applique pas sur l'école aujourd'hui. Ce sera peut-être différent demain de l'interdiction. Nous ne savons pas pour l'instant, comme l'a dit Carole, toutes les dispositions d'application des interdictions ne sont pas encore connues et on ne sait pas si les cols seront concernés ou pas par ces interdictions. Effectivement, affaire à suivre avec ce décret d'application. Une autre question, pouvez-vous rappeler quels documents sont à fournir pour prouver la conformité des emballages sans huile minérale? Alors les documents sont ceux qu'on a présentés dans la présentation. En fait, c'est des modèles d'attestation. Donc vous pouvez tout à fait élaborer les vôtres, mais l'important pour nous, c'est qu'elles reprennent des informations importantes, donc c'est-à-dire la teneur en moche et en moa des encres d'impression, que ça soit de votre fournisseur d'encre ou de votre fournisseur d'emballage. Ça dépend avec lequel vous êtes en contact. Et il faut ces teneurs en moche moa et il faut les références des produits. Donc en général, les références des emballages, ce sont les numéros du WC. Si vous parlez à un fournisseur d'encre, il a peut-être d'autres références à vous donner. Voilà, tout dépend. Mais en général, c'est bien le metteur sur le marché qui va aller chercher les informations auprès de son fabricant d'emballage et celui-là même ira se tourner vers son fournisseur d'encre. C'est un peu comme ça que les informations remontent le long de la chaîne de production. Vous aurez la présentation
en tout cas qui a été projetée à la fin de la session. Vous la recevrez par mail et donc vous aurez les liens directement pour vous rendre sur ces attestations. Vous pouvez également vous y rendre par le site de Citeo sur la page dédiée aux huiles minérales. Vous retrouverez la FAQ, l'arbre autodiagnostique et ses modèles d'attestation type. Je vois une question, on ne l'a pas encore traitée. Pour les emballages imprimés hors Europe, il y a donc plus de risques d'avoir des encres minérales. Alors, c'est un peu plus complexe que ça. En fait, quand on a évalué que 5% du gisement était concerné était susceptible d'être imprimé par ça, on s'est demandé effectivement, est-ce que ces 5% étaient essentiellement alimentés par des produits venus du grand import, ou est-ce qu'il y en avait aussi en Europe. Et en fait, quantitativement, sur la totalité des emballages papier-carton, on avait des ratios à peu près équivalents en taux de présence d'emballage susceptibles d'être imprimés encore avec des encre des huiles minérales. Pourquoi? Parce qu'une très grosse partie de ce qui est importé depuis l'Asie, en particulier, sont des emballages qui ne seront pas forcément imprimés par offset. C'est notamment le cas de tout ce qui est tout ce que sont les caisses carton ondulées, qui sont souvent imprimées en flexographie, donc sur les cartons de logistique et ainsi de suite. Et puis après, on a sur un certain nombre de produits, par exemple électroniques, comme il y a des quantités importantes qui sont faites, c'est pas forcément imprimé en offset, ça peut être imprimé en héliogravure pour certains cas. C'est peut-être plus rare. Donc sur la globalité des importations, on n'a pas forcément les mêmes proportions d'impression offset qu'on peut l'avoir en Europe. Donc par contre, si on se concentre sur l'impression offset, il y a oui potentiellement plus de risques, en tout cas moins de certitude que les produits imprimés hors Europe en offset. Il y a plus de risques qui contiennent effectivement des huiles minérales que ceux qui sont imprimés en Europe. Et on est conscient que c'est plus complexe également pour obtenir les informations, puisque c'est des interlocuteurs plus lointains. Mais voilà, c'est tout l'enjeu, c'est de mettre en place, comme a dit Carole, cette chaîne d'information, solliciter vos fournisseurs d'emballage, qui eux-mêmes solliciteront leurs fournisseurs d'encre pour avoir ces informations. Au début, ils nous diront, mais je sais pas, je comprends pas la demande, je sais pas ce qu'il faut, voilà. Et puis c'est petit à petit, et on le constate, on a eu des échanges avec nos clients qui ont fait remonter les informations, et on est nous-mêmes sollicités par les fabricants d'encre, même à l'autre bout du monde, qui nous disent, voilà, on nous a demandé ça, est-ce que c'est bien notre compréhension? Donc la chaîne d'information se met en place. Merci Jean-François. On a une question sur l'envoi de la présentation. Oui, la présentation vous sera envoyée, peut-être pas aujourd'hui, mais dans les prochains jours, et un replay sera également disponible sur notre chaîne YouTube. Pouvez-vous rappeler le lien vers lequel on peut trouver les déclarations vierges? Alors pour déclarer, il faut vous rendre sur votre espace client, je pense, ou en tout cas vous référer sinon au replay de la déclaration, vers lesquels je vous mets les liens dans la présentation. Mais globalement, c'est votre espace. Ouais. Je pense que la question est peut-être sur les attestations. Les attestations vierges. Les attestations vierges. Eh bien, les liens sont pareils. Oui. Bah, vous pouvez les trouver sur vos espaces clients, mais également sur les attestations sur le site internet, sur notre page dédiée huile minérale. Vous pourrez retrouver et télécharger les attestations fabricants d'encre ou attestations fabricants d'emballage que vous pouvez demander à vos fournisseurs de vous remplir. Entendu. Est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce que les notices d'utilisation sont concernées par l'application du malus? Alors, les notices d'utilisation sont des papiers graphiques. Ils ne sont pas concernés par le malus huile minérale pour les emballages. Par contre, pour les mises en marché 2021, il faudra se référer aux critères du malus papier graphique qui est communiqué depuis septembre sur notre page internet ou dans le guide tout simplement de la déclaration pour l'année prochaine. Est-ce qu'on a d'autres questions, Jean-François? Alors, pour les cartons qui ne sont pas imprimés en offset,
il n'y a donc pas lieu d'obtenir de justificatif. Alors, s'ils ne sont pas imprimés en offset, ça veut dire que vous savez comment ils sont imprimés. Et ça, la connaissance, que ce soit par sur les informations qu'il y a sur les facturations peut-être, ou sur le cahier des charges de votre emballage, la justification que c'est une technologie autre que offset suffit à justifier qu'il n'est pas concerné par le malus minéral. Merci Jean-François. Une question pour toi. Quid des étiquettes appliquées sur l'emballage en papier carton? Donc, est-ce qu'une étiquette apposée sur un emballage en papier carton est concernée par le malus huile minérale des emballages? Alors, oui. Donc, si vous avez une étiquette papier qui est collée sur un emballage papier carton, donc vous avez in fine un emballage dont sa composition en papier carton est constituée et du papier carton du corps de l'emballage et de l'étiquette. Et donc c'est cette totalité de la masse, enfin du poids de papier carton qui constitue l'emballage qui sera concerné par le malus, même si c'est que l'étiquette qui a été imprimée avec des encres contenant des huiles minérales. Après, vous avez d'autres cas de figure qui est, c'est une étiquette par exemple plastique qui est collée sur un emballage papier carton. Donc là, il faut qu'on remonte sur une notion et règles de déclaration de la contribution auprès de Citeo, avec notamment la règle de simplification des déclarations. Donc vous avez soit la possibilité de déclarer en détail tous les matériaux qui constituent votre emballage, et donc là vous aurez le corps de l'emballage qui sera en papier carton, et vous aurez un poids certes faible, mais une étiquette en plastique. Si vous déclarez l'étiquette en plastique et le corps de l'emballage en papier carton, à ce moment-là, si l'étiquette seule a été imprimée avec des huiles minérales, finalement, le malus ne s'appliquera pas du tout à l'emballage. Si par contre, vous choisissez la règle de déclaration simplifiée qui prévoit que si les matériaux associés aux matériaux majoritaires représentent moins de 20% du poids de l'emballage, à ce moment-là, vous pouvez tout déclarer assimilé aux matériaux majoritaires de l'emballage. Donc là, pour le coup, votre étiquette plastique sera déclarée comme étant en papier. Et donc, si elle est imprimée avec des encres contenant des huiles minérales, à ce moment-là, le malus s'applique également à l'ensemble du poids papier carton. Et puis, troisième cas de figure, on vous a posé la question, si j'ai une étiquette papier collée sur un emballage en plastique, est-ce que l'étiquette est malusée? À ce moment-là, non, puisqu'en fait, l'étiquette papier, même imprimée avec des huiles minérales, ne rejoindra pas du tout la filière de recyclage des papiers, et sera éliminée pendant le process de recyclage de l'emballage plastique, et donc elle ne représente pas une source de contamination de la filière papier. Exactement, merci Jean-François. Donc effectivement, quand vous avez la déclaration simplifiée où votre étiquette est intégrée au matériau papier carton, là vous êtes soumis au malus si les impressions contiennent des moches et des moas, en tout cas plus de 20%. C'est valable si vous avez plus de 80% de matériaux majoritaires papier carton, mais c'est aussi valable, et là vous pouvez vous référer au guide de la déclaration si votre étiquette est collée, est complètement collée à l'emballage. Voilà. Je vois une question. Faut-il une attestation par fournisseur ou par article? Ça va, je vais dire, ça va dépendre. Si votre fournisseur fournit plusieurs types d'emballage, mais tous avec la même technologie d'impression, à ce moment-là, il peut vous faire une attestation qui va regrouper l'ensemble de vos produits. Il faut pouvoir lister dans l'attestation les emballages types qui sont concernés par l'attestation. Et là, il peut faire cette attestation. Si par contre, il y a des technologies différentes d'impression ou des encres différentes d'impression, à ce moment-là, il peut avoir des attestations spécifiques. On nous pose aussi la question souvent sur la durée de validité de ces attestations. Cette attestation est valable tant que la composition de l'emballage n'évolue pas. S'ils utilisent toujours la même technologie d'impression ou les mêmes encres pour imprimer, il n'y a pas de raison que l'attestation ne soit plus valable 1 an après, 2 ans après, 3 ans après. Si par contre, il y a une évolution dans la conception de l'emballage, avec un choix d'une autre technologie d'impression, à ce moment-là, il faut rééditer une attestation.
Entendu. Autre question, les emballages de produits vendus à des professionnels sont-ils aussi concernés? Alors, le malus et toute notre écomodulation et plus globalement, tout notre champ de travail concerne les emballages ménagers. Donc, en fait, les emballages qui finissent chez les ménages et qui peuvent être jetés. Si vous êtes sur des emballages, du coup, professionnels qui ne finissent pas chez les ménages, dans ce cas, vous n'êtes pas, en tout cas, soumis à la déclaration chez Citeo et vous n'avez pas de malus. Voilà. Oui, J'espère que vous tout à fait. Et la question pourra se reposer à propos des interdictions, puisque il n'est pas précisé dans l'article 112 que ces interdictions ne concernent que les emballages ménagers. Donc là, potentiellement, tout emballage, y compris emballage industriel, pourra être concerné par ces interdictions. Et ça, c'est ce que les textes que l'on attend précisent. Tout à fait. Peut-être la dernière question qui m'apparaît dans le chat. Jean-François, est-ce que tu peux nous dire pourquoi un malus dès 2020? Sauf erreur, nous avons été avisés en 2020 seulement. Merci. Alors, concernant le malus emballage, non, il a été la création de ce malus remonte à 2010, fin 2017 de mémoire c'est l'État qui a créé ces malus et nous avons communiqué dessus depuis lors. Et ensuite, le plan d'action qu'a évoqué Carole visait justement à préciser les règles d'application de ce malus. Donc, il est connu depuis au moins 2018, ce malus. C'était fin 2017. Merci. De même pour la création du malus papier graphique, ils ont été créés en même temps. C'est les pouvoirs publics qui nous les ont imposés, avec un calendrier décalé là, sur l'application, mais ils ont été créés la même année. Merci. Il nous reste encore quelques minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les adresser dans le chat. Oui, je pense qu'on a traité tout ce qui était dans le chat. Oui, je crois. Si on en a oublié une, n'hésitez pas à me le signaler. Entendu. Autrement, vous pouvez toujours nous contacter par les adresses mail qu'on vous a présentées plus tôt, si les questions vous viennent ultérieurement. Autrement, on en a fini pour aujourd'hui. Merci pour votre participation et votre écoute. Je vous souhaite en tout cas de très belles fêtes de fin d'année et vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir.